Bien. Alors maintenant, on passe à un autre test statistique connu sous le nom de Ri2 ou Ri carré, qui s'écrit des fois avec K, des fois avec C. Quoi qu'il en soit, ce sont des synonymes. Alors, la procédure de la réalisation d'un test, il dépend d'une condition, il faut la rappeler. On a vu dans notre tableau que par rapport au test Ri2, il faut avoir deux types de variables. Il faut avoir des groupes dans notre échantillon ou des mesures. Il faut également que x, y soit qualitatif et y nominal, qualitatif nominal. Y, toujours, c'est l'objet de l'étude. C'est celle qu'on veut mesurer. C'est l'objet de la mesure. Donc, il faut qu'il soit nominal. C'est la condition qui nous permet de faire le choix de ce test statistique que l'on appelle le Ri2. Alors, ce test, il permet aux chercheurs de rejeter ou d'accepter l'hypothèse nulle. Autrement dit, il lui permet de prendre une décision. C'est un moyen de prise de décision. Alors, avant de commencer à faire le test, avant de procéder à ce test, il importe au début, il est indispensable de formuler les hypothèses statistiques de ce test. La question qui se pose, comment les formuler? Alors, on sait que par convention, je veux dire dans la logique d'un test d'hypothèse, il y a toujours deux hypothèses statistiques. La première, on l'a vu, elle s'appelle l'hypothèse nulle, l'hypothèse H0. Et c'est une hypothèse qui consiste à dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables. Et la seconde hypothèse, c'est l'hypothèse alternative H1 et qui correspond souvent à l'hypothèse de la recherche. C'est celle qui est formulée par le chercheur dans son projet de recherche. Alors, dans ce test, il faut faire attention à une chose. Il y a un seul type d'hypothèse alternative. Il y a l'hypothèse nulle, mais il y a un seul type alternatif dans le test de Ri2. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse bilatérale. Jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de cette distinction qui se fait entre une hypothèse bilatérale et une hypothèse unilatérale. Donc, pour dire un mot par rapport à ça, il faut rappeler que l'hypothèse unilatérale, que l'on appelle aussi unidirectionnelle,
il est formulé lorsque le chercheur il désire vérifier son hypothèse de recherche, le lien qui existe entre X et Y. Alors, très souvent, on va prendre une feuille pour montrer comment on le fait sur le tableau. Excusez-moi. Alors, on va prendre... je vais dire, on va ouvrir une page Word pour montrer un peu la différence entre l'une et l'autre très rapidement, avant de passer à notre test parce que c'est très important. Voilà, dans l'hypothèse unilatérale, on va mettre comme ça. Unilatérale. On a deux sous-hypothèses. On a soit H0 qui était égal à H0 que l'on appelle nul, hein, et qui veut dire pas de lien, hein, pas d'influence entre x, y, pas de lien entre la variable x et y. Par exemple, entre le genre et la scolarité, entre le genre et la formation, entre... Bien, ça, c'est l'hypothèse, la première hypothèse, sous-hypothèse. La deuxième, qui est, que l'on appelle H1, est égale à l'hypothèse alternative, on va l'appeler alternative, voilà, égale aussi hypothèse de la recherche, hein, hypothèse... Voilà, du chercheur. Alternative, hypothèse du chercheur. Alors, cette hypothèse-là, dans cette hypothèse-là, on a cette possibilité, X. Il peut être, on va chercher le signe inférieur, voilà, ou supérieur à Y. Inférieur, je peux ajouter CU pour être précis, sinon je l'enlève pour dire que ce symbole, il veut dire que ils ne sont pas égales. Ici, ils sont égales, X égale Y, on va l'ajouter ici, hein, X égale Y. Ici, ils ne sont pas égales. X, il peut être inférieur et ou il peut être supérieur. On va lui mettre une couleur pour attirer votre attention sur ça. Ou supérieur à Y. Très bien. Alors, dans l'hypothèse, on va mettre comme ça. Dans l'hypothèse, très rapidement, bilatéral, n'est-ce pas? Là, on a toujours cette possibilité de H0 qui ne bouge pas. Par contre, le H1, hypothèse alternative qui est celle du chercheur, hein, je vais mettre comme ça, H1, je vais prendre ces... Voilà, on peut les garder. Alors, qu'est-ce qui change ici? Ce qui change, c'est que X, voilà, on va mettre ça, et remplacer le OU par E. Voilà. N'est-ce pas? Donc, X, il peut être inférieur, et aussi, il est inférieur et il est supérieur à Y. Égal, on ne sait pas.
il y a une notion qui précise ça. Il y a une différence entre les deux. Alors, quand on a une différence, on estime qu'il y a une différence entre les deux. Dans ce cas-là, on opte pour une hypothèse alternative qui prend les deux possibilités. Alors ceci, il arrive très souvent quand on a un projet de recherche. Regardez, un projet de recherche, projet de recherche avec des hypothèses, on va dire, définies dès le départ, n'est-ce pas? Et alors, on va mettre ça ici. Voilà. On va le mettre en grand. Lorsqu'on n'a pas d'hypothèse bien définie, pardon, il manque ici un S et un S ici. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Dans notre projet, on n'a pas des hypothèses, on a ce qu'on appelle les objectifs. Projet de recherche avec des objectifs. Sans avoir des hypothèses bien définies. C'est dans ce cas-là qu'on a cette possibilité d'avoir des hypothèses bilatérales, où il y a, on ne sait pas, hein, tout ce qu'on peut postuler, c'est de dire qu'ils sont différents. On ne sait pas si l'un est supérieur à l'autre, ils sont différents, on ne sait pas. Donc, c'est la recherche qui va le confirmer ou l'infirmer. Voilà à peu près la distinction qui se fait entre les deux. Alors, on retourne à notre matrice de SPSS après avoir montré les conditions de l'utilisation de ce test statistique de Rey-2, qui est par essence bilatéral et non pas unilatéral. Comme vous pouvez le remarquer par exemple par rapport à un autre test qui s'appelle le test T, où il y a X qui est qualitatif, Y quantitatif, et le X il a deux niveaux, hein, comme c'est le cas aussi ici dans le Rey-2. Ici il est à la fois bilatéral et unilatéral. Par contre, Rey-2, ce qui le distingue de test T, il est par essence, il est par défaut bilatéral. Très bien. Alors, maintenant, on passe à la procédure. Comment faire un test statistique de Rey-2? Donc, on va appliquer la norme. On va chercher une variable qui est qualitative. Alors, on prend le genre, à titre d'exemple, et on prend une autre variable qui est également qualitative, mais nominale, je précise nominale. Alors, on peut prendre une question, il y a oui ou non, et il y en a pas mal ici. Alors, on va choisir, on va voir très rapidement. Alors, il y a la langue, il y a aussi la production. Voilà. OK, utilisation. Alors, on va prendre déjà, voilà, avoir les écrits, avoir une production, voilà. On a ici, on demande aux étudiants s'ils ont des écrits, des productions écrites dans les pages de web d'Internet. On demande également dans une autre question s'ils ont des sites ou des blogs. On va prendre la production. Alors, on veut étudier notre objet ici, notre Y, c'est celui-ci. Hein? Est-ce qu'ils ont des productions? Dans cette question-là, on va voir si le genre a une influence
sur le fait d'avoir une production ou pas dans les pages de web. Très bien. Donc, on va sur le menu Analyse. Au lieu de statistiques descriptives, on va dans Tableau croisé. On va choisir les deux variables, ici il y en avait d'autres. On va choisir les deux variables qui nous concernent. Donc, on prend le genre, on le met en ligne. On a vu la dernière fois pourquoi en ligne, très souvent, la variable qui est déterminante, que l'on appelle aussi indépendante, al-mutaghayyir al-mustaqil, on le met en ligne et l'autre en colonne. Donc on va chercher l'autre qui concerne la production sur les pages du web. Alors production, pratique, voilà, production, on le met en colonne. Ensuite, statistiques, on précise, voilà, vous notez, il y a déjà le G2. Ce n'est pas le coefficient de contingence, c'est le G2. On peut ajouter celui-ci si on veut le degré de la puissance de l'intensité. Il n'y a pas besoin, on garde G2. On met, vous voyez dans ce tableau, il y a G2, il y a les corrélations. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Et vous voyez, il y a le mot nominal. Donc, ce sont des variables nominales. Qualitative nominale. Le Y est une variable nominale. Il faut qu'il soit nominal, c'est une condition. Alors, on va poursuivre, ensuite OK. Voilà. Alors, ça nous donne ce résultat-là. Ici, on a deux tableaux qui sont importants. On a celui de l'effectif, et celui aussi qui donne les résultats du test de G2. Alors, maintenant, la question qui se pose, comment analyser ce tableau? Très bien. Alors, dans ce tableau, le premier résultat du test on remarque que la valeur ici du test, G2 de personnes, est de 0,458. N'est-ce pas? Et que le degré de liberté il est de 1, ce qu'on appelle le DDL égale à 1. Habituellement on écrit DL, et que la signification bilatérale de la valeur de P est de 0,499 dans ce cas. Là, on a dans cette colonne, vous voyez, homme-femme, donc c'est X, il est composé de deux groupes, le groupe des femmes et le groupe des hommes. Y est le composé de deux groupes nominaux. On a le oui et ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Donc on a ici aussi deux variétés de Y. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces résultats-là. Le premier et le 1 et le 0,499 de la signification. Alors, on le rappelle toujours, c'est important, que si la valeur de P, ce qu'on appelle la signification, est supérieure à 0,05, en ce moment-là, on doit accepter l'hypothèse nulle, le H0, celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux, et conclure qu'il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes par rapport à cette question de la production dans les pages de web.
C'est le cas ici, puisqu'il a dépassé largement 0,05, qui est le seuil de signification dans les sciences humaines. On a ici 49,9%, pour ne pas dire 50%. Alors, si la valeur de P est inférieure à 0,05, en ce moment-là, on rejette l'hypothèse nulle et on conclut qu'il y a une différence significative entre les hommes et les hommes, entre les hommes et les femmes. Hein. Ça veut dire que l'hypothèse H1, l'hypothèse alternative, elle est vraie. Ici, ce n'est pas le cas. Il n'est pas inférieur. Il est supérieur. Voilà un peu la lecture de ces... Alors, vous allez me dire un peu la cuisine qui se fait derrière tout ça. SPSS, il fait ses calculs. Mais derrière ça, vous pouvez... je vais vous montrer à peu près très rapidement, même si on n'a pas le temps, comment ça se calcule. On va chercher très rapidement le tableau. Voilà, la table. Vous pouvez la télécharger sur Internet. La table de G2. Attendez, je vais agrandir un peu. Vous voyez, elle est là, la table de G2. Vous pouvez la télécharger. C'est un outil qui nous permet de faire ces calculs. Hein. Alors, comment lire cette table de Carl Pearson de G2, la table de la loi de G2. Dans tous les cas, il y a une seule ligne de cette table qui nous intéresse, qui intéresse le chercheur dans sa recherche. On doit donc d'abord identifier à quelle ligne du tableau nous devons nous reporter pour ensuite trouver le seuil de probabilité d'acceptation ou de rejet de l'hypothèse d'indépendance. Alors, en ligne, comme vous le voyez ici, figurent les degrés de liberté. Les degrés de liberté que l'on appelle ici, voilà, petite n, sur cette table. Pour calculer le nombre de degrés de liberté d'un tableau, c'est pas compliqué. On effectue le calcul suivant. On prend, je retourne au résultat pour vous montrer comment on fait. Alors, le résultat, voilà. On prend, ici on a deux lignes, la ligne des femmes et la ligne des hommes. Alors, le nombre de lignes, ici c'est 2, moins 1. Multiplié, on va le mettre ici. On va essayer de faire ce calcul ici. Très bien. Calcul on va mettre ça. Alors, nombre de lignes sur le tableau. On va mettre sur le tableau des résultats du test de G2. Moins 1 multiplié, alors multiplié, je vais mettre ici x par le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes moins 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dans notre tableau? On a deux lignes pour hommes et femmes et deux colonnes pour oui et non. Donc, on a 2 moins 1 multiplié
par 2 moins 1 égale 2 moins 1 est 1. 2 moins 1 multiplié par 2 moins 1 égale à 1. Alors, dans la table, vous voyez les lignes 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous intéresse, c'est la ligne numéro 1. C'est cette ligne-là qui nous intéresse. Alors, une fois qu'on a identifié la ligne qui nous intéresse dans cette loi de Ré2, on peut s'intéresser à cette première ligne de la table pour chercher notre indicateur. On va aller chercher de Ré2. Notre indicateur, on l'a vu, alors on l'a vu, il est où? Notre indicateur était de 0,458, n'est-ce pas? Donc 0, on va chercher où est-ce qu'il se situe notre indicateur de Ré2, il se situe ici. 0,458. Il est entre, on va compter les colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est entre la 7e et la 8e ligne. Il est là, 458. Hein? Donc, le fait d'identifier où se situe notre indicateur de Ré2 nous permet d'identifier et également le seuil de signification qui est 0,500. Vous voyez, 0,455 en haut, voilà ici. Je ne sais pas si on peut le mettre en couleur. Hein, 0,500. Alors, on retourne dans notre tableau, pas celui-ci, voilà. Voilà. On retrouve, voilà le signe de signification. C'est un peu la procédure par laquelle on peut passer. Là, avec SPSS, il fait tout le travail, mais avec l'exemple que je viens de montrer, on voit un peu la procédure qui nous permet de faire ce calcul dans la table de la loi de Ré2. Alors, maintenant, il nous reste une chose. C'est les résultats. Passer à la rédaction des résultats de ce test qu'on vient de faire de Ré2. Alors, pour écrire ces résultats, on va ouvrir un fichier Word. Voilà. On avait déjà, je pense, un fichier déjà ouvert. C'est pas grave. On va ouvrir celui-ci et noter notre résultat. Alors, c'est un exemple que je vais vous donner très rapidement de l'analyse de Ré2. Donc, selon le résultat, on peut mettre la formulation suivante, que l'analyse des données de cette recherche montre ou bien indique que les hommes, hein, c'est les deux groupes, les hommes ont répondu à la question relative à la production de textes
dans l'internet, on va mettre dans les pages web, ont répondu. Alors le résultat, 12 femmes et 10 hommes. Ok. Ont répondu à 10 reprises. Hein? On répond à 10 reprises. Ont répondu, est-ce qu'on a mis A? C'est-à-dire 2 fois. Ont répondu oui. Voilà. C'est un peu l'effectif. Alors que les femmes c'est peut-être la fatigue, hein, 12 fois. Alors,